Bienvenue à ce vernissage du livre de Oscar Mazzolini, Les défis du régionalisme politique en Suisse, un vernissage qui est organisé dans le cadre des activités de l'Observatoire de la vie politique régionale de l'Université de Lausanne, qui est d'ailleurs financé par le canton du Tessin. Et c'est quand même important à souligner que l'ouvrage que Oscar Mazzolini va nous présenter aujourd'hui se veut une synthèse des recherches que Oscar a menées pendant plusieurs années sur la vie politique tessinoise. Et c'est donc l'occasion de saluer la parution de cet ouvrage pour un public aussi francophone. Donc, pas évidemment italophone, parce que l'ouvrage que Oscar va nous présenter aujourd'hui est une version largement remaniée d'un livre paru il y a une année et demie à peu près, en version italienne. Et donc, comme je disais, c'est l'occasion aussi de porter un petit peu à connaissance d'un public plus large la réalité tessinoise, mais avec aussi des enjeux qui vont bien au-delà de la vie politique tessinoise, qui touche aussi la Suisse dans son ensemble et ses relations avec notamment aussi l'Union européenne. Mais je ne vais pas tarder encore plus. Je laisse et je cède volontiers la parole à Oscar, qui va donc nous présenter les principaux résultats, les principaux éléments du contenu de ce livre. Merci Oscar. Merci Andrea. Alors ce soir, j'essaierai de vous résumer, vous donner un aperçu de cet ouvrage qui effectivement se veut un peu une synthèse de plusieurs recherches que j'ai menées à l'intérieur au sein de l'Observatoire de la vie politique régionale. Et la question principale qui anime cet ouvrage est la question du régionalisme politique tessinois, de la mobilisation politique régionale au Tessin, comme on verra bientôt. D'abord, partons de ce que les journaux, le sens commun nous restituent, notamment si on fait la revue de presse, on parle souvent du canton du Tessin depuis quelques années. Récemment, le 17 avril, le quotidien Blick, le chef économiste de la principale association patronale économie suisse, affirme que, en relation à la nouvelle loi qui venait d'être approuvée par le Parlement cantonal sur les appels d'offres publiques, que le protectionnisme tessinois pourrait avoir des conséquences fatales pour l'économie suisse, compte tenu de l'importance des exportations suisses vers l'Italie et des réactions possibles de l'Union européenne, compte tenu que cette nouvelle loi serait, disons, en contraste avec la libre circulation des personnes et surtout des capitaux. Le 13 avril 2017, un hebdomadaire proche de l'UDC, c'était la Weltwoche, là c'est coupé, on peut lire le Tessin, la dernière forteresse suisse contre l'Union européenne. Donc en fait c'est quelques aperçus de la façon dont les médias suisses lisent la situation tessinoise. Et cette situation tessinoise est souvent lue à l'aune d'une vision qui voit le Tessin un petit peu comme une société à part, comme une société qui n'a pas appris l'attitude pragmatique des Suisses vis-à-vis des conflits, donc l'exigence de neutraliser les conflits politiques, aussi un Tessin qui est mal compris parce qu'on ne comprend pas pourquoi dans un système fédéraliste comme la Suisse, il y a des mouvements, des minorités qui réclament des droits. Finalement, le fédéralisme suisse est par définition attentif aux minorités, aux périphéries. Donc on ne comprend pas non plus pourquoi ces Tessinois, sauf pour des raisons peut-être, disons, une sorte d'anthropologie italophone, italique ou tessinoise, seraient en quelque sorte, se percevraient un peu différents et une sorte d'exception, une sorte de communauté conflictuelle incompréhensible et qui voit mal la façon dont il faudrait être suisse aujourd'hui. Donc en fait, souvent, l'idée aussi, il y a des stéréotypes qui circulent sur les Tessinois et c'est important, je pense, essayer de prendre un petit peu de distance par rapport à ce sens commun. Bon, sur la sociologie, souvent,
essaye à sa façon de prendre distance avec la réalité telle que se présente de façon immédiate. On parle de rompre avec le sens commun, parce qu'on se demande quand même, il y a un contexte, il y a une histoire, il y a des changements, il n'y a pas seulement les représentations officielles, les communiqués de presse et les déclarations de quelques journalistes dans les médias qui en quelque sorte donnent une vision un peu stéréotypée de la réalité. Essayons un petit peu d'entrer dans la complexité de cet objet, essayons de prendre aussi, disons, le pari d'une tension entre l'immersion de la connaissance interne et en même temps une sorte de distanciation par rapport à ce qui se passe. Et donc, finalement, arriver à une question de recherche qui est un petit peu le fil conducteur de cet ouvrage. Comment peut-on expliquer l'émergence et la consolidation de la mobilisation régionaliste et chinoise depuis les années 90? C'est un petit peu ça le cœur du raisonnement de cet ouvrage, qui a évidemment aussi une partie historique sur laquelle je ne vais pas tellement insister dans cette présentation, sinon ça va être très long, mais qui essaye en quelque sorte de cadrer, et donc c'est un petit peu ça ce cadre explicatif. Si j'essayais de récupérer, de reprendre un petit peu ce que la littérature en sociologie politique avait mis à disposition, mobilisé depuis les années 60, sur notamment Stein-Rocan qui a étudié les formes de mobilisation des périphéries d'Europe, notamment les périphéries culturelles et linguistiques, pour essayer de voir comment ces périphéries se sont mises en relation avec les centres. Et Rocan avait notamment insisté sur le fait que dans ces réalités périphériques, il y a une très forte souvent identité, un sens d'appartenance très fort, souvent une insularité qui est aussi communicationnelle, donc de formes d'appartenance qui passent aussi par des formes de diversité linguistique, des représentations sociales de l'espace territorial, et là je romps un peu avec la vision un peu structuraliste, structuro-fonctionnaliste de Rocan. Donc l'idée quand même qu'il y a des espaces d'intersubjectivité, des espaces de représentation sociale, de l'espace territorial qui jouent fortement. Pourquoi? Parce que les périphéries sont, voilà, on peut dire, économiquement périphériques, on peut dire qu'il y a des minorités linguistiques, parce que contre 4%, la réalité tessinoise, c'est 4% en termes de langue sur le plan national, c'est un canton sur 26. Mais c'est aussi un espace où les individus et les groupes participent de représentation sociale sur ce qu'est leur territoire, sur ce qu'est la relation entre ce territoire et d'autres territoires voisins, la Suisse dans son ensemble, l'Italie, l'Union européenne, et partagent plus ou moins certaines façons de penser leur territoire, plus ou moins minorisé, plus ou moins discriminé, et ça c'est un point important à souligner. Et puis aussi, c'est important de dire que s'il y a une mobilisation de ce type, une mobilisation politique, il doit y avoir des moments de rupture. À un moment donné, s'il avant il n'y a pas de mobilisation et puis après une mobilisation, on constate, il faut voir aussi qu'il n'y a pas seulement une structure, il n'y a pas seulement des longues durées, il y a aussi des moments des tournants historiques, des chocs, ça peut être une crise économique, c'est des chocs d'une fluidité politique, la crise des partis traditionnels notamment, et ici je me réfère au grand sociologue Michel Daubry, et puis donc tout cela constitue des conditions de possibilité, des potentialités historiques pour qu'il émerge une mobilisation de type régionaliste. Et en même temps, cela n'est pas suffisant, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Et c'est pour ça que j'insiste dans cet ouvrage sur l'émergence et le succès d'un entrepreneur politique, donc d'un acteur politique, capable de développer un discours régionaliste, évidemment, capable de mobiliser des discours, mais aussi des moyens capables de véhiculer des discours, de modifier durablement le rapport de force et la politique régionale, donc ça veut dire gagner les élections, imposer ses propres discours au reste du système politique, et puis aussi réussir d'une certaine façon à modifier le processus de décision avec des lois, capacité de faire passer des lois au Parlement, de faire passer des décisions qui prennent force au sein notamment des décisions du gouvernement cantonal, et puis très important aussi un parti qui, en acteur politique, est capable d'adapter sa stratégie à la diversité des arènes locales, régionales, nationales, aux échelles institutionnelles différentes, lorsqu'on parle de l'Union européenne, lorsqu'on parle des relations transfrontalières, on va voir là par la suite, et finalement, en
en quelque sorte, essayer de voir comment l'articulation de ces éléments peut produire une mobilisation régionaliste comme phénomène pluriel, on verra. Dans quel sens pluriel? Qu'est-ce que la mobilisation régionaliste? Évidemment, si on essaie de développer un cas théorique pour essayer de rendre compte de ces phénomènes, il faut définir quelques concepts clés. Et évidemment, le concept clé de cette question de fond, la mobilisation régionaliste, qu'est-ce qu'une mobilisation régionaliste? Je la définis comme une action politique qui peut se déployer dans plusieurs arènes et échelles, institutionnelles, politiques, impliquant des dimensions et des acteurs différents. Donc, je parle d'un acteur politique, mais potentiellement de plusieurs acteurs. Caractéristique des stratégies qui politisent des enjeux territoriaux, en particulier sous la forme de demandes de ressources, d'influence et de protection. Et c'est important ici de voir cette diversité qui se retrouve aussi dans les concepts que j'utilise dans ces définitions, comme l'action politique, comme vote, discours, agenda, décision politique publique, donc plusieurs dimensions de cette action politique. Les acteurs, c'est des acteurs à la fois des acteurs citoyens, des mouvements, des partis politiques, des élites politiques, qui sont en jeu et qui prennent part à des décisions de politique publique. Il y a des dimensions qui sont à la fois de pratique, donc l'action politique comme vote, comme prise de décision, mais aussi des représentations sociales, comme je vous ai annoncé. Et puis important aussi des arènes de la compétition politique, qui sont électorales, référendaires, parlementaires, gouvernementales, et des échelles, que je vous ai mentionnées, qui peuvent être à la fois locales, régionales, nationales, supranationales. Et ça, c'est en quelque sorte la question de savoir, évidemment, dans quelle mesure cette mobilisation est capable de se déployer dans l'ensemble de ces espaces, à travers l'ensemble de ces dimensions. Et évidemment, cela se pose notamment pour la mobilisation régionaliste dans le canton du Tessin. Ici, simplement pour donner quelques aperçus sur la façon que j'ai eu de travailler ce thème, donc une telle approche sociologie historique du politique, mais comme vous verrez, c'est pas une sociologie historique, disons, traditionnelle. Je mélange, j'articule avec la géographie politique et l'économie politique disons, les approches traditionnelles de sociologie historique et politique, donc aussi l'historiographie, que là, je n'ai pas mentionné, mais qui est très importante comme apport pour comprendre aussi la rupture historique que représente la mobilisation régionaliste tessinoise depuis les années 90. Et puis, voilà, les méthodes utilisées à la fois quantitatives et qualitatives. Je reviens donc sur les conditions de possibilité que j'ai dit auparavant de façon plus générale. Dans le canton du Tessin, on a une persistance et une réinterprétation qui se fait au cours de l'histoire des traits spécifiques culturels et linguistiques très particuliers, qui sont à la fois un effet topographique, le canton au sud des Alpes, le seul canton suisse au sud des Alpes, le seul canton de langue italienne, c'est quand même des facteurs de longue durée, structurels, mais qui sont vécus évidemment, et on ne peut pas, il faut faire la part des choses. D'un côté, c'est un effet structurel, mais en même temps, comment cela est vécu, évidemment, change au cours de l'histoire. J'ai essayé un petit peu de synthétiser comment aussi, au cours de l'histoire, ces questions ont été travaillées politiquement, mais de façon différente par rapport à l'époque présente. Et en lien évidemment à cet héritage de la question sociale, favorisant une vision de la région comme discriminée et abandonnée. On a toute une histoire des revendications tessinoises depuis les années, notamment des années 20, entre les années 20 et 40 du XXe siècle, qui ont marqué l'histoire et aussi les représentations sociales et politiques du Tessin, et puis on a en littérature aussi, je dirais aussi des romans, on a aussi une façon de penser toutes ces dimensions-là comme relation de tension avec le reste de la Suisse, qui jouent, évidemment, qui sont là comment dire, latents, qui sont là latents, qui continuent à être reproduits, qui sont réinterprétés en fonction évidemment du contexte différent qui se pose depuis les années 90. Et puis on a une question, la question de l'insularité communicationnelle. Ici, on pourrait faire un discours sur l'identité, mais je ne veux pas insister là-dessus maintenant. Mais ce qui est fondamental aussi, c'est qu'il y a un effet structurel du fait que dans le canton du Tessin, pas seulement le canton de langue, le seul canton de langue italienne, mais c'est aussi, il a aussi une très forte concentration, peut-être unique en Suisse, de médias cantonaux qui s'intéressent à la réalité tessinoise. Donc ça reproduit l'idée d'une spécificité, l'idée d'une singularité, une sorte d'insularité, moi
moi j'appelle communicationnelle, qui fait que, d'une certaine façon, on suffit à soi-même lorsque on pense à l'importance des nouvelles locales, de la production des nouvelles locales qui reproduisent ce sens de communauté locale, localisée et cantonale. Et fondamental, pour repenser la question du choc et de la fluidité, il y a un tournant économique et politique au début des années 90 qui est fondamental. Il n'y a pas seulement le coulement du mur de Berlin, il y a la plus grande crise économique qui éclate au début des années 90, qui n'est pas qui est en Suisse en général, mais qui au Tessin touche particulièrement. Donc on passe d'une phase où le poste de travail était assuré et qui le Tessin se sentait, le Tessin au sens de l'image du Tessin, c'était aussi l'idée que quand même le Tessin avait gagné sa place en Suisse en termes économiques et de bien-être, surtout après à partir des années 50-60. Et tout d'un coup, au début des années 90, on change, il y a un tournant, une fragilisation économique importante. Et dans cette phase même, on le verra par la suite, juste après, je veux quand même insister sur ce point, c'est juste au moment que se développe la Ligue des Tessinois. Mais je reviens sur ce point fondamental. Le Tessin, périphérique linguistique et géographique, a bénéficié d'une croissance économique exceptionnelle, d'un rôle important de l'État national, fédéral. Il est passé, ce canton d'une société paysanne à une société du tertiaire entre les années 50 et 90. Donc on a une croissance économique, le bien-être, faisant comme si le canton n'était plus périphérique, hein, une sorte la perception qu'il y avait une émancipation par rapport à cette périphérie, son sens périphérique, et puis tout à coup un retour du début des années 90 qui, en quelque sorte, exprime un choc par rapport aux attentes, une frustration par rapport aux attentes. Et dans les années 90, une réponse de l'État fédéral qui joue beaucoup sur la compétition des logiques compétitives. On sait comment ça s'est transformé le rôle de l'État, notamment dans les politiques publiques, les nouvelles politiques régionales, qui exprime aussi un changement global du rôle de l'État en Europe, pas seulement en Suisse, qui modifie la hiérarchie des échelles, le rôle de l'État national diminue, on donne plus d'importance à la compétition entre les territoires. Ici, je fais quelques références à des travaux qui, en Europe, ont été largement tributaires d'interpréter cette phase de déstabilisation de hiérarchie étatique traditionnelle. Aussi, le fait que les régions les plus fortes, avec plus de ressources, peuvent être capables de mener une compétition économique plus facile que d'autres. Et le canton du Tessin, apparemment, se retrouve en porte-à-faux avec aussi la crise de la place financière de Lugano dans les années 2000 et qui, justement, vit cette phase de grande incertitude économique. Et juste au moment, donc le choc du début des années 90, choc socio-économique, est aussi en même temps simultanément le moment de la création, de la montée du succès de la Ligue des Tessinois. C'est évidemment, ça c'est un tournant fondamental, politiquement fondamental, c'est pas seulement des conditions de possibilité, mais un acteur politique qui thématise la question régionaliste, le discours régionaliste contre Berne, pas aussi contre le système de parti tessinois. Prenons un régionalisme d'intégration, dans le sens demande du renforcement du fédéralisme suisse, plus d'autonomie, mais en même temps à l'intérieur du cadre national. Le développement d'une agenda populisme multi-échelle, c'est-à-dire à la fois critique envers le gouvernement partis cantonaux, mais aussi envers Berne, mais aussi envers l'Union européenne. Donc c'est juste en 92, c'est avec les démocrates suisses, c'est le seul parti, comme parti en tant que tel, donc une position homogène de parti qui est prenant dans le référendum contre l'espace économique européen, sachant que l'Union démocratique du Centre était divisée. Donc la Ligue des Tessinois n'était pas totalement dans l'optique anti-européenne, comme elle est toujours aujourd'hui. Donc un parti politique qui se développe au cours des années 2000 avec un électorat dit populaire, en tout cas des couches populaires et secteurs d'électorat défavorisés, socio-économiquement défavorisés, un électorat méfiant vers les partis, un électorat aussi très préoccupé par la situation économique, plus que d'autres
secteurs de l'électorat, et un parti politique qui, par ce succès, se retrouve aujourd'hui dans les élections 27% quand même du vote au Parlement, deuxième parti au Parlement, dès 1995, sur 5 du gouvernement cantonal, depuis 2011, c'est le premier parti dans le gouvernement tessinois, avec 2 sièges sur 5, donc une capacité de s'imposer dans les institutions pour, en quelque sorte, et cela, évidemment, cette capacité de s'imposer et de changer les rapports de force, ça a comme reflet, évidemment, l'affaiblissement des partis traditionnels qui avaient déjà commencé auparavant, avant la montée de la Ligue. Ici, je donne quelques chiffres. Entre les années 50 et 80, le canton a été l'un des cantons les plus stables sur le plan des rapports de force gouvernementaux. Et ça change complètement à partir des années 90. Comme je disais, un gain de 95 de la part de la Ligue, les deuxièmes ensuite. Et puis vous voyez aussi le Parlement cantonal, on voit le déclin des partis historiques, de PLR 39 à 23, le PDC de 25 à 15, le PS de 19 à 12. C'est des tendances historiques de déclin, avec évidemment l'arrivée du DC qui était agréé auparavant, qui comptait à 1%, qui a pris un peu ces dernières années, mais surtout évidemment de la Ligue tessinoise qui a changé durablement les rapports de force. Et ce qui est important aussi de dire, que lorsqu'on parle de mobilisation régionaliste, on pourrait s'arrêter au succès politique, au succès électoral, au succès acquis dans le gouvernement, mais cela n'est pas suffisant. Il faut aller jusqu'à au moins les décisions politiques, les processus de décision politique. Avec Chambulin, qui était à la salle, on a fait justement un ouvrage comparé sur les partis régionalistes en Europe, et on a un petit peu essayé d'articuler ces 3 dimensions. Ici, j'insiste sur quelques aspects fondamentaux, à mon avis, de l'évolution du système politique tessinois, qui n'est pas uniquement la Ligue et le reste, mais c'est la Ligue avec le reste des partis, qui évolue dans ces dernières années. Donc le PLR, le PDC, le Parti Socialiste, qui de plus en plus amènent dans leur programme des enjeux régionaux, la défense du marché du travail, de l'économie cantonale face aux excès de la concurrence, le besoin de défense du territoire vis-à-vis de la globalisation, de la mondialisation, le problème des flux excessifs des frontaliers, qui devient de plus en plus un enjeu dans les programmes électoraux, mais aussi, et on verra ici dans le deuxième point, surtout dans l'agenda et dans les décisions prises au Parlement. Donc à partir de la moitié des années 2000, des propositions qui réclament une protection face aux conséquences de la libre circulation des personnes, qui demandent plus d'influence avère, sont votées par le Parlement cantonal, sous la forme d'initiative cantonale. Peut-être que vous ne savez peut-être pas, parce que c'est des formules un peu jargonnantes, juridiques. Les cantons en Suisse peuvent, notamment à travers des décisions parlementaires, faire des propositions de changement de loi nationale. Donc ils adressent aux autorités nationales, notamment au Parlement, une proposition pour changer les lois au niveau national. Ça s'appelle l'initiative cantonale. Et le Parlement tessinois a multiplié les demandes de changement des lois au niveau national pour essayer de proposer des changements qui seraient des changements pour favoriser la protection, notamment de la représentation hétérophone au Conseil fédéral, d'imposer une idée de Tessin comme zone franche, économiquement franche, et ainsi de suite. Donc il y en a plusieurs qui ont été menées, donc il y a toute une série de propositions qui ont été, la plupart, votées à la grande majorité, voire de façon unanime. Donc de droite à gauche, de gauche à droite. C'est pour ça aussi que j'ai été amené à faire à écrire ce livre, parce qu'à un moment donné, c'était pas seulement un succès électoral, c'est pas seulement un succès au sein, donc en termes de rapport de force gouvernemental, mais aussi une capacité d'imposer, voire d'influencer l'agenda politique, parlementaire et gouvernemental. Depuis les années 2010, on assiste à une multiplication de mesures législatives cantonales qu'on pourrait appeler protectionnistes, qui, en opposition au choix que fait le Parlement fédéral, le gouvernement fédéral, introduisent au niveau cantonal des mesures, des lois
notamment la loi sur les artisans, pour essayer de contrecarrer l'arrivée des artisans italiens qui arrivent de plus en plus nombreux contre les Tessins. La loi sur les appels d'offres qui est récent, qui essaye de limiter également l'accès au mandat d'appel d'offres publics aux entreprises étrangères. Des mesures sur le casier judiciaire pour les travailleurs migrants qui doivent, s'ils veulent avoir une autorisation de résidence, donc une demande de casier judiciaire, qui a été, toutes ces mesures ont été jugées comme contradictoires avec la libre circulation des personnes, l'accord de libre circulation des personnes, par le gouvernement fédéral. Il y a plus de réactions de la part du gouvernement de Rome, voire de Bruxelles, des parlementaires au niveau de Bruxelles, à cause du fait que, comme je disais auparavant, ces initiatives ne mettent pas en discussion simplement le rôle des Tessins en Suisse, mais le rôle de la Suisse en Europe. Parce que ces mesures, évidemment, entrent en court-circuit avec évidemment, les intérêts italiens qui sont représentés à Bruxelles, et donc finalement, c'est le problème de la Suisse dans son entier qui se pose parce qu'on considère discriminatoire toute cette série de mesures. Donc vous voyez, la question n'est pas seulement la question Tessin-Berne, mais c'est bien sûr dans le sous-titre de cet ouvrage, mais à partir de là, toute une série d'éléments qui se déploient à d'autres échelles et qui ont des effets à plusieurs échelles, comme je disais, à la fois vis-à-vis des autorités bernoises, italiennes et de Bruxelles. Et c'est précisément sur ce point, donc politique étrangère et clivage périphérique, sur lequel je veux insister ici. Je ne vais pas ici dire des choses que tout le monde connaît, mais c'est important de dire que le Tessin, à partir des années 90, n'a pas seulement eu un tournant, disons, régionaliste, parce qu'il y a la Ligue des Tessinois qui se développe, mais c'est bien sûr un tournant important dans les votations fédérales du référendum initiative concernant la politique étrangère. Et avant les années 90, on avait un Tessin qui était fondamentalement très proche des orientations dominantes aussi en Suisse romande, donc l'ouverture, l'adhésion à des organisations supranationales. On compte par exemple en 72, une large majorité des votants tessinois qui par voie référendaire en force acceptent une proposition de renforcement des liens avec la communauté économique européenne. Le Tessin, et ça c'est aussi la question de la migration, était le canton qui le plus s'oppose à la première initiative Schwarzenbach. Et puis, à la fin des années 80, début des années 90, le tournant, qui est à la fois un tournant crise économique, création de la Ligue, difficultés des partis traditionnels, et tournant également en politique étrangère, vote de politique étrangère. C'est donc le 92, première fois qu'on, sur des questions de politique étrangère, le Tessin se démarque des cantons de la Suisse romande. Et durant toutes les années 90-2000, lorsqu'il s'agit de politique étrangère, notamment sur la question européenne, le Tessin de plus en plus, non seulement se démarque de la moyenne des cantons suisses romandes, mais aussi des Suisses alémaniques. Et des dernières années, il y a une logique, disons, de refus encore plus fort, et l'azimut, donc le point maximum peut-être, a été enregistré le 9 février 2014, l'initiative qu'on appelle 9 février en Suisse, avec une moyenne nationale de 50,3, vous savez, l'initiative contre l'immigration de masse, une majorité décimale, 60,2%, donc une largement plus grande, un pourcentage bien plus important de l'ensemble des cantons suisses, et qui confirme en quelque sorte une tendance, une consolidation d'une tendance. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, est-ce qu'on peut mettre en lien le vote de relation politique étrangère avec les tensions sur périphérie? Ça paraît un peu incongru, dans une logique qui est traditionnellement celui de dire qu'il y a un centre national et puis une périphérie à l'intérieur du périmètre national. Or, c'est précisément ça le changement fondamental. Le changement des échelles, la logique maintenant multi-échelle qui s'impose, fait que finalement, il n'y a pas seulement le reflet traditionnel du vote, voilà, on peut dire élection dans le cadre régional, terrain d'analyse des clivages politiques, c'est un classique de l'analyse fortement politique. Aujourd'hui, la question est précisément celle de se dire, il y a peut-être des logiques différentes derrière ces votes, dans une époque de transformation des hiérarchies d'échelle des clés internationaux, où évidemment on a la montée de la dimension européenne, les centres ne sont plus nécessairement nationaux,
il y a toute une littérature qui essaye d'un petit peu de rendre compte de tout ça. Et on pourrait dire que le vote référendaire, concernant les enjeux de politique étrangère, qui ont justement cette dimension supranationale, peuvent, d'une certaine manière, c'est l'hypothèse que j'avais fait quand j'avais fait une série d'enquêtes au TESA à partir des années 2005, peuvent mettre en évidence cette tension. Et effectivement, deux enquêtes en 2005, ce qui concerne l'un sur le 25 juin 2005 sur l'élargissement de la circulation des personnes au pays de l'Est, c'était une campagne fameuse parce que c'était la première fois qu'en Suisse on commençait à considérer l'ouvrier polonais comme en danger pour le marché du travail en Suisse. Et alors, dans une enquête qu'on a fait dans le cadre de l'observatoire, à l'époque, c'était pas observatoire, de la vie politique régionale, mais l'observatoire de la vie politique tout court, du canton de Tessin, on avait réalisé une enquête pour essayer de voir si effectivement le problème était l'ouvrier polonais. Puis on a constaté qu'en réalité, ce qui déterminait le plus de votes, c'était la peur de la Lombardie, la peur de l'afflux de la Lombardie, la peur d'être abandonné par Berne. Et c'est quand même un facteur décisif de l'explication du vote. Donc un vote qui concernait les pays de l'Est, mais qui en réalité était vu par une grande partie de l'électorat comme un enjeu essentiellement régional des relations avec l'Italie d'un côté et de l'autre Berne. Berne vu comme, disons, un ensemble des guides politiques qui trahissent la bonne façon de penser la Suisse, l'indépendance nationale. Et ça, c'est cette façon-là, c'est à travers cela qu'on a pu faire émerger ces représentations sociales des relations culturelles et économiques avec Berne, Italie et Lombardie. On a essayé de tester comment ces représentations sociales pouvaient jouer dans l'explication du vote. Effectivement, ce qui montre bien qu'il y a un rapport assez étroit entre l'agenda des partis politiques, qui s'est développé d'une certaine façon, avec ces questions régionales et tensions aussi transfrontalières, et le vote et les opinions des citoyens, en particulier des votants. Et donc c'est important de souligner cet aspect, comme il est important de souligner que dans le succès de la Ligue et de l'unité tessinoise, là ce sera un chapitre un peu à part, mais qui serait intéressant dans le moment de revenir, mais ce s'appuie d'une capacité d'influencer de même croissante d'agenda régionaliste dans la décision politique, avec le concours des partis traditionnels. C'est ça qui est important, c'est que cette logique n'est pas seulement celle de dire qu'il y a une partie de l'électorat qui vote, de l'électorat traditionnel qui se déplace sur la Ligue, il n'y a pas seulement une partie de l'électorat qui ne suit pas les recommandations des partis lors des référendums sur l'Europe et qui suit plutôt les recommandations de la Ligue des Sinois, mais c'est aussi les mêmes partis qui finalement participent de cette mobilisation sur le plan institutionnel, avec des décisions justement dans cette comme j'ai évoqué auparavant. Et en même temps, et ça c'est un point aussi sur lequel j'insiste dans l'ouvrage, la mobilisation régionaliste, la mobilisation léguiste du DC n'est pas l'ensemble, ne correspond pas à l'ensemble de la mobilisation régionaliste tessinoise. C'est ça qui est important, c'est que c'est plus complexe que ça, c'est pas le léguisme qui s'impose simplement, mais il y a les partis traditionnels ont leur propre aussi forme de revendication régionaliste traditionnelle. On pense notamment à une revendication comme celle de l'importance de la place de la langue italienne en Suisse, en Suisse romande et en Suisse alémanique. La question des transports dans le sud, c'est des thèmes traditionnels qui ne sont pas, attention, ce ne sont pas des thèmes de la Ligue des Tessinois, ce thème-là. La Ligue des Tessinois n'a pas principalement la préoccupation de se dire mais pourquoi l'italien n'est plus parlé, il n'y a plus d'école, l'italien perd sa place dans le reste de la Suisse. Et ça c'est important. Donc c'est une articulation complexe qui fait, si vous mettez tout ça ensemble, le résultat. Un résultat qui est à la fois important, mais qui reste un enjeu de lutte. Et ça c'est important. Quand j'ai publié la version italienne de cet ouvrage, ça m'a pas servi aussi de comprendre comment les acteurs tessinois pouvaient percevoir ce type d'ouvrage qui a été thématisé par les médias. Et j'ai constaté effectivement d'un côté une certaine difficulté à accepter ce type d'analyse parce que d'abord par son caractère multiforme. C'est pas évident de dire voilà c'est du léguisme. Et certains parlent de léguisme diffus, les acteurs,
eux-mêmes, pas de la liste diffuse. D'autres tendent à méconnaître son existence, disant oui, mais finalement, on a toujours fait ça. Hein, on a toujours revendiqué quand même une place en tant que minorité. Donc, c'est oui, maintenant aujourd'hui, il y a quelques problèmes de plus, il y a un peu de frontalier de plus, mais fondamentalement, on a. Mais depuis quelques années, cette tendance-là a quand même, disons, de plus en plus, c'est de plus en plus marginalisé, parce que de plus en plus, les questions fondamentales que je vous ai évoquées avant, de point de vue de la politique publique, donc le fait de décider des lois qui mettent en discussion la politique suisse contre la Confédération vis-à-vis de l'Union européenne, ont mis évidemment de la poudre assez puissante dans le mécanisme. Or, les associations patronales et syndicales de plus en plus se démarquent des décisions du Parlement. Hein, c'est surtout les associations patronales et syndicales qui considèrent ces mesures comme contraires aux intérêts du canton, hein, par rapport au développement économique. Et puis, surtout, évidemment, l'enjeu 2016, peut-être vous avez entendu parler, parce que c'était quand même un thème qui a pas mal rebondi aussi en Suisse romande. Donc cette initiative, avant les nôtres, qui a introduit la préférence cantonale, l'initiative cantonale, donc qui a introduit une préférence tessinoise et qui maintenant est en train d'être discutée pour sa phase d'application, telle de loi, qui fait beaucoup de discussions, qui font beaucoup de ravages, parce que fondamentalement, les mesures qui sont prises dans le cadre de cette initiative de changement constitutionnel sont en contraste avec ce qu'on appelle le droit supérieur, c'est-à-dire les lois fédérales. Mais on continue quand même à produire des lois, à tenter d'imposer des lois, pour essayer de, on envoie un message à Berne en disant, nous on est quand même discriminés, on veut quand même qu'on nous considère plus. Or, donc pour essayer de terminer cette présentation déjà longue, cet ouvrage essaie en quelque sorte de faire une synthèse, disons, donner une interprétation de cette mobilisation régionaliste qui marque les 20-25 dernières années du canton des Tessins, mais également marque d'une certaine façon aussi l'histoire suisse, et qui est une mobilisation qui n'a pas d'analogie de la Suisse. Et si on pourrait faire dans le bouquin, j'ai fait quelques références évidemment à la situation du Jura, tout à fait différente, évidemment, parce que c'était une revendication de création d'un canton dans les années 50-60. Ici, on ne revendique pas un canton, on a déjà un canton. On revendique plus de ressources, plus de connaissances, plus de protection. Donc, on ne remet pas en discussion le cadre fédéral de la Suisse. On constate que l'émergence et la consolidation de la mobilisation régionaliste tessinoise depuis les années 90 est le résultat de conditions de possibilités assez diverses, de l'action des acteurs politiques, certes d'entrepreneurs régionalistes, mais également de partis régionaux, qui font référence à des partis nationaux, qui eux-mêmes sont maintenant, disons, pris dans le jeu de l'agenda régionaliste, des comportements de vote des citoyens, des processus de décision institutionnelle. Et voilà, c'est un peu un pari de cet ouvrage d'essayer de saisir, de comprendre ce phénomène avec une approche de sociologie politique ouverte à d'autres disciplines. Et ici, pour vous lancer un petit peu la réflexion, dans la question évidemment, pourquoi, je me suis posé la question aussi, pourquoi ce régionalisme tessinois n'est pas seulement quelquefois méconnu, disons, on essaie de méconnaître l'importance du canton du Tessin, notamment pour ceux qui ont été marginalisés politiquement depuis quelques années, qui aimeraient avoir une place plus importante, mais qui ne peuvent plus l'avoir, parce que si on n'est pas régionaliste au Tessin, je dis politiquement, on n'est rien, on est complètement écarté de la scène politique sur le plan de la capacité de négocier, des rapports de force. Et aussi la question de pourquoi Berne a de la difficulté à comprendre. Donc là, je m'étale dans l'ouvrage pour essayer de comprendre pourquoi l'évolution de la Suisse romande à la Suisse alémanique a très peu à faire depuis 20 ou 30 ans avec l'évolution du canton du Tessin. Et je me réfère ici à des travaux, notamment des géographes comme Basson Schuller, qui parlent de métropolisation de la Suisse, donc d'un affaiblissement de l'importance des cantons dans les dynamiques politiques, d'abord des dynamiques socio-économiques, culturelles, donc de la mobilité, etc., qui fait de canton du Tessin une sorte de monde à part, parce qu'il n'y a pas la mobilité à cause de la langue, il y a une difficulté qui est bien plus difficile, évidemment, pour une partie de la population, étant donné la question de la langue. C'est aussi question, évidemment, de topographie, donc des distances, des limites imposées par la barrière alpine.
Et il y a effectivement un processus de transformation vis-à-vis duquel le dessin reste un petit peu à l'écart, et cela évidemment contribue à rendre un peu plus distant, à rendre plus incompréhensible ce qui se passe au dessin de la part des autorités de Berne, qui évidemment vivent dans une réalité bien différente. Ça, c'est un petit peu un point sur lequel j'insiste dans l'ouvrage. Là, je n'ai pas pu le développer. Et puis, évidemment, la question de savoir dans quelle mesure c'est une exception. C'était un peu la question, oui, c'est une exception. En même temps, il y a des phénomènes historiques, il y a des phénomènes récents qui font écho avec une mobilisation régionaliste en Suisse, hein, notamment dans le canton de Genève, même si les difficultés de l'acteur politique principal, MCG, semblent prévaloir depuis quelque temps. Et la question, à mon avis, aussi essentielle, c'est de rendre compte, avec une comparaison plus systématique de ce que j'ai fait dans cet ouvrage, des analogies, des différences avec des mobilisations régionalistes qui s'expriment dans d'autres pays européens, en Italie, en Espagne, dans le Royaume-Uni, sachant que cette mobilisation régionaliste peut avoir plusieurs orientations. Une orientation séparatiste, autonomiste, indépendantiste, et une orientation, comme dessin, de type d'intégration. Et évidemment, ça, c'est dans ce sens-là qu'il faut aussi voir, disons, la particularité, la spécificité de cette mobilisation. Voilà, je vous remercie pour l'attention. Voilà, il y a une très bonne, je pense, possibilité de se nourrir. Mais s'il y a éventuellement des questions, on a peut-être 10 minutes de temps qu'on pourrait consacrer comme ça à une discussion, à des remarques, parce que j'imagine que pour une partie de vous, tout cela paraît un peu exotique, comme évidemment doit l'être. Oui. Je voudrais vous remercier pour cette présentation. J'aurais une question, disons, de méthode. Vous avez mobilisé la question de l'hégémonie gramscienne pour expliquer un peu cette parution du régionalisme, parce que par là, je crois que ça pourrait aider quand même à expliquer un peu cette, disons, puissance de la Ligue à pénétrer dans les discours des autres partis aussi. Oui, donc c'est une question complexe. C'est vrai que je n'ai pas mobilisé ce concept parce que j'ai plutôt adopté donc, une autre approche qui est celui de, disons, de l'analyse des partis politiques qui est plutôt en termes de coalition et compétition. Donc il y a un effet évidemment de coalition et de compétition qui fait qu'à certains moments, il y a un agenda régionaliste qui devient incontournable. Et devient incontournable, alors pourquoi il devient incontournable? Effectivement, alors ça pourrait être une idée. Dans le concept d'hégémonie culturelle de Gramsci, il y a une dimension très importante qui est le travail des intellectuels. Et ici, il y a cette dimension, donc, dans le phénomène. Moi, je ne l'ai pas traité tellement dans l'ouvrage, mais il y a un travail intellectuel très important. La Ligue, parce que quand on dit intellectuel, on pense au grand intellectuel à Sartre. Non, c'est pas ça. C'est plutôt un travail qui a été fait avec le journal, l'hebdomadaire du matin d'Andomé, un hebdomadaire gratuit, qui est né avant la création de la Ligue, donc en 1990, et qui a marqué de manière systématique disons, la scène culturelle, une façon de penser le dessin qui a été systématiquement, disons, déployée, développée, reproduite depuis 25 ans. Et c'est clair, ça c'est un travail intellectuel, au sens, un travail qui touche la façon de penser la réalité tessinoise. Je pense effectivement que c'est un instrument fondamental d'hégémonie, et surtout parce que il n'a pas été contrebalancé. Donc c'était vraiment une stratégie partisane et communicationnelle à sens unique. C'est intéressant de voir que les partis traditionnels à ce moment-là, depuis les années 90, lâchaient leurs journaux. Ils avaient des quotidiens. C'était l'un de ceux cantons de Suisse qui avait encore, les partis traditionnels avaient encore des quotidiens de partis. Fin des années 80, début des années 90, ils lâchent, ils abandonnent, ils ferment. Leur hebdomadaire reste comme une espèce de petits, disons, des hebdomadaires à l'ancienne formule, pleine de textes, que lisent uniquement les militants, s'ils existent. Le matin de la Dominique a fait une révolution
invente le tabloïd politique. Le tabloïd politique, c'est quelque chose qui est un mixte entre donc, le journal de boulevard, comme on dit en Suisse, et le journal politique. Il avait fait un petit peu aussi en Zurich les partis des automobilistes, mais avec un succès. Là, il y a un entrepreneur, qui est le leader de la Ligue, qui a beaucoup de moyens économiques, qui met beaucoup d'argent là-dedans, et qui invente une formule absolument unique. D'un côté, un journal, donc à la fois un journal politique, clairement affiché Ligue des Tessinois, mais qui reste indépendant formellement, où vous trouvez le sport, le dimanche, gratuit. Personne n'avait encore l'idée de faire un gratuit le dimanche. Donc il occupe une place sur le plan de l'information, le sport, et puis de l'autre côté, il est politique. Donc il occupe une place qui n'est pas seulement celle des partisans, et qui donc va influencer les données REP, qui sont des données assez fiables, parce que c'est les publicitaires qui ont quand même intérêt et qui disent qu'on est autour de 70 000 lecteurs hebdomadaires depuis les années 90. Donc on a une capacité de percer, et de l'autre côté, une très faible capacité de répondre. Ce même journal, ce hebdomadaire, a été fondamental dans les campagnes référendaires sur l'Europe centrale. On a fait des études là-dessus précisément pour montrer comment ça s'est fait ces campagnes, aussi voir l'espace pris en termes de mots et de place physique par la propagande ou pour le contre. Et c'est incroyable la différence qu'il y a entre ce qu'a fait la Ligue des Tessinois à travers ce journal notamment, mais pas seulement à travers le journal, l'hebdomadaire, et les autres. Ce qui était pour les positions gouvernementales suisses et fédérales concernant notamment l'intégration européenne. Et donc, oui, on pourrait parler d'hégémonie culturelle, disons, à la base de cette mobilisation régionaliste, il est possible qu'on puisse raisonner comme ça, même si moi je ne l'ai pas fait. Oui. Juste deux questions. Une, c'est si tu pourrais dire un mot sur l'importance des clivages territoriaux à l'intérieur du canton, donc nord-sud, ville, campagne. Oui. Et la deuxième, c'est, donc pour finir, je n'ai pas très bien compris ici, le mainstreaming du discours régionaliste a affaibli la Lega, ou est-ce que c'était plutôt un autogol des partis traditionnels qui ont encore renforcé la nécessité de parler régionaliste, donc pour finir, ça a aidé la Lega? Alors, première question, historiquement, il y avait des très forts clivages rural-urbain, notamment le rural était du côté du PDC, et les villes étaient plutôt PLR et socialistes. Donc historiquement, c'était assez fort, ce clivage, qui a marqué voilà, le XXe siècle. Avec la Ligue tessinoise, on a eu au début, la Ligue était un mouvement stricto sensu urbain, donc autour des périphéries, donc des périurbains, un mouvement périurbain, dit comme ça, donc pas le son des villes, mais autour. Et puis maintenant, ça s'est étalé au canton. Donc ça a imposé comme un mouvement et a contribué aussi à effacer, pour l'ensemble des partis, parce qu'il y a ce changement de recomposition, a aussi effacé l'importance des clivages traditionnels, notamment sur le plan territorial. Donc ça c'est un phénomène, donc depuis 2007-2011, on parle de 27%, donc auparavant c'était une concentration de la force autour de Lugano, dans les communes autour de Locarno, c'était au début, puis peu à peu ça a monté, maintenant à part Bellinzone, c'est imposé, même dans les vallées, à 20-25%, à Lugano on parle de 40%. Donc c'est évidemment un mouvement qui a pris notamment parce qu'il a pu recruter pas mal d'élus locaux qui auparavant ne voulaient pas se présenter pour la Ligue parce que discriminés. Et donc c'était aussi un effet de cordon sanitaire. C'était pas vraiment un cordon sanitaire, c'était indirect, surtout au niveau local. C'était difficile de se présenter pour la Ligue des Tessinois. Mais un peu à peu, ça a pris, et cela évidemment, si on a des candidats, on a des élus, on a de la place, on a de la force, on a de la continuité. Deuxième question, j'ai pas plus le fil. Ah oui, la Togol est partie. Oui, parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Tu connais Medine, hein, qui a fait ce travail sur les niche parties. Il y a un travail qui essaie de voir en quoi le rapport entre les partis de niche, donc les petits partis et les grands partis, peut favoriser l'un ou l'autre en fonction de la capacité de récupérer les thèmes. Alors qu'est-ce qui se passe quand la thèse de Medine, c'est quand les grands partis récupèrent les thèmes des petits, ça peut marcher.
Mais quand ils essayent de récupérer les thèmes des grands partis, qui sont des petits partis, des grands partis d'opposition, c'est très difficile. Ils risquent d'être bouffés par la logique même. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui s'est passé au Tessin. C'est que les partis traditionnels, ils ont essayé de récupérer, pas au début. Au début, ils ont essayé de faire un petit peu cordon sanitaire indirect, en disant c'est un mouvement éphémère, on ne veut pas en savoir, c'est des fous, c'est des voyous. Au moment que la Ligue devient un parti de gouvernement comme premier parti de gouvernement, c'est à ce moment-là qu'ils se disent ah, c'est des gagnants, donc les thèmes qu'ils amènent sont importants, on ne peut plus s'en passer. Et c'est ça le phénomène, c'est que finalement, c'est dans la logique qu'on connaît de la concordance que tout ça s'est imposé. C'est-à-dire, puisque le parti est désormais en place, il fait partie de la logique de la concordance, on est tous au gouvernement, donc finalement, aussi les arguments deviennent plus légitimes, on doit faire avec. Et donc ça c'est un effet de recomposition, d'influence réciproque. Évidemment, ceux qui sont au gouvernement se présentent comme plus modérés, moins de rupture. En même temps, il y a une partie de la Ligue continue à tenter de se présenter comme parti d'opposition. Et on voit donc une certaine normalisation, mais aussi une Ligue est toujours à double face. Et de l'autre côté, les partis traditionnels qui sont devenus deux partis modérés, surtout le PNR et le PDC, ont commencé aussi à mobiliser sur les thématiques d'opposition. Ils disent, nous, on ne veut pas faire l'affaire des liguistes au gouvernement, on veut aussi être autonome par rapport au gouvernement, mais c'est très difficile pour des partis qui, depuis un siècle, participent de la politique gouvernementale. Donc, il est clair que cela produit un effet très compliqué. Donc, les autres partis politiques, finalement, ont peu de capacité à développer une agenda propre et se sont ralliés avec des bémols, disant ah oui, mais on ne peut pas appliquer cette mesure, il faut faire la mesure à côté. Mais ça reste toujours dans le cadre, par exemple, du primanostrisme, de l'idée de la préférence cantonale, que plus personne ne remet en discussion. Plus personne. Donc, politiquement, essayer de s'imposer une optique différente de la préférence cantonale, les politiciens des différents partis, y compris les socialistes, considèrent cela comme perdant politiquement, aujourd'hui. Vrai ou pas, c'est ce qui se passe actuellement. Voilà. Penses-tu qu'un conseiller fédéral tessinois, que l'élection d'un conseiller fédéral venant du Tessin changerait quelque chose? Monsieur Gobi, léguiste, oui, proposé par l'UDC, oui, a essayé quand même. Et c'est celui qui a eu le plus de voix, d'ailleurs. Depuis disons, l'élection de M. Coty, c'était la fin des années... C'était 87. Donc je pense qu'ils ont essayé de cette voie. Ils ont essayé de récupérer, parce que ce n'était pas une revendication de la Ligue tessinoise, évidemment, pendant longtemps, ils ont essayé de récupérer cette thématique. Et plus en général, évidemment, c'est un petit peu le thème qui circule au Tessin, on veut... oui, mais c'est possible qu'un jour, le Tessin a à nouveau un conseil fédéral, mais les règles du jeu, la compétition politique qui se fait aujourd'hui pour l'élection du conseil fédéral, fait que probablement, de façon durable, cette chance n'existera pas. Et surtout, l'un des handicaps de M. Gobi qui était à la fois un léguiste, évidemment, avoir un conseil fédéral, un parti qui est uniquement représenté dans un canton, c'était un peu compliqué à faire passer. Et évidemment, ça, c'est un autre aspect de la donne. On va voir. Mais j'ai l'impression que les chances des Tessinois vont rester limitées. Et c'est pas pour rien. La Ligue tessinoise insiste toujours sur des questions qui restent finalement impossibles à régler. Cela permet de laisser ouvert les opportunités politiques de mobilisation, laisser ouvert la possibilité de dire toujours que Berne ne comprend pas, que Berne méprise, que Berne discrimine. Et c'est une façon de poursuivre un objectif à long terme, celui de proposer des mesures qui sont de façon très difficiles à réaliser. Oui. Peut-être on passe le mot de
détérioration de ce qu'on peut appeler les conditions dialogiques, enfin plus simplement les conditions de débat politique au Tessin. Oui. Effectivement, il est vrai qu'il suffit de rester quelques 2-3 semaines sans lire la Dominique, et si on la donne tout de suite, on est toujours étonné de la violence des propos, du ton du journal. Est-ce que ce fait lié aussi au changement dans la façon de faire de la politique italienne à côté, est-ce que cela joue un rôle certainement difficile à mesurer? Comment on peut essayer d'estimer, de l'estimer, de l'apprécier? Ça, c'est un point très important qui demanderait un travail, disons, un travail systématique, approfondi, ce que j'ai... C'est un des projets sur lesquels j'aimerais bien travailler, c'est essayer d'évaluer plus précisément, systématiquement, l'influence que le changement de la politique italienne a eu sur le canton du Tessin. Et on a plusieurs indices qui montrent bien que l'influence est énorme. Je vous donne un exemple pour vous dire qu'est-ce que ça peut représenter en termes d'impact. Les années 50. Les années 50, on avait en Italie, disons, un système de partis bipolaires, démocratique chrétienne, parti communiste, avec des socialistes, et des petits partis comme les libéraux et les républicains. Or, au Tessin, il y avait le PLR qui avait des liens. Donc, à l'intérieur du PLR tessinois, il y avait des intellectuels, des gens proches très proches du PLR, qui avaient des liens avec les républicains et le parti libéral en Italie. Donc il y avait un lien, il y avait évidemment une élite intellectuelle de l'autre côté, parce que c'était évidemment un parti très petit qui était au gouvernement, qui était un parti de notables, fondamentalement en Italie, mais cela montrait aussi des passerelles culturelles, des liens aussi en termes d'affinité intellectuelle. Ça, c'est ce monde-là. Le Tessin était un Tessin que, disons, d'un point de vue de la capacité de filtrer ce qui se passait en Italie, c'était un autre monde, parce que c'était que les intellectuels qui pouvaient faire passer l'information, la communication. Pourquoi? Parce que la télévision italienne n'arrivait pratiquement pas, hein. Il y avait une seule chaîne et puis c'était difficile à voir. Les radios comme ça, et les journaux étaient pour les intellectuels ou certaines élites. Il y a eu un changement fondamental. À la fin des années 80, non seulement l'Italie, les télévisions privées berlusconiennes bouleversent, transforment la communication politique, médiatique et politique, mais justement à la fin des années 80 commencent à se diffuser les chaînes câblées au Tessin. Vous direz, de quoi elle parle cela? Oui, c'est-à-dire que c'est devenu un phénomène, disons, universel, donc, qui a territorialement, qui s'impose dans tout le Tessin, donc la possibilité de voir la politique italienne à la maison par la plupart et puis la totalité des Tessinois, qui aujourd'hui ont comme première émission télévisée qui voit le soir, c'est les télévisions italiennes. C'est les télévisions d'abord italiennes. Donc il y a eu un changement radical, structurel, de l'impact de la communication de ce qui se passe en Italie sur le Tessin, auparavant par rapport à avant, dans les années 90. C'est précisément, tout arrive dans les années 90. Il y a seulement la crise, mais aussi la façon de penser la politique, la façon de la communiquer arrive dans les maisons des Tessinois, qu'auparavant ne vivaient pas ça. Le Berlusconi, début des années 90, il y a une anecdote sympathique de M. Vignasca, qui était leader de la Ligue, qui arrive à un moment donné à la télévision tessinoise, entre, et finalement fait l'imitation de l'ancien président de la République italienne, Cossiga, qui était à ce moment-là vu comme celui qui allait remettre en discussion l'ensemble du système politique italien, et Vignasca qui essaie d'imiter ce personnage-là en disant on a besoin de la même chose. Hein. Il y a des anecdotes comme ça qu'on pourrait refaire. Il y a aussi le lien avec la Ligue Nord, hein, qui est très important, même si ambivalent, ce que moi j'appelle la coopération compétitive, et qui fait que circulent les images, circulent les symboles, certaines, par exemple la Ligue du Nord qui reprend des slogans de la Ligue tessinoise, hein, qu'on peut effectivement constater. Donc il y a un phénomène, disons, global, structurel, de rapprochement
de l'Italie par rapport au Tessin, en termes de communication, de politique, de façon de penser, on pourrait dire un bombardement informationnel, hein, d'informations, qui s'impose encore plus aujourd'hui évidemment avec les réseaux sociaux, etc., la communication globale, et qui contribue évidemment à façonner la politique tessinoise et la façon de penser la politique tessinoise, le langage aussi de la politique tessinoise qui est très marqué italienne, hein. Si on regarde certains journaux italiens très agressifs comme ça, on ne trouve pas ça dans la Belle Woche, hein, on ne le trouve pas dans les journaux de la Schweizer Zeit, de l'UDC, c'est un langage très brutal qu'on le trouve plutôt dans la presse italienne depuis une vingtaine d'années, donc qui a une presse italienne très partisane qui justement s'est imposée et qui marque, disons, la façon de penser la politique. Oui. Merci beaucoup, Oscar. J'ai une question. Donc, on a parlé de l'influence de l'Italie dans la politique suisse, mais tessinoise. Et dans quelle mesure tu penses que c'est plutôt une politique de la région de Lombardie, en fait, qui influence le tessinois? Donc, dans quelle mesure c'est l'Italie, dans quelle mesure c'est la Lombardie, en fait? Oui, c'est ça. Donc, moi, j'aborde ça dans un chapitre de cet ouvrage sur le changement des relations entre, disons, l'Italie, et en particulier la Lombardie, et le canton du Tessin. Une évolution historique qui change et qui, effectivement, il est difficile de savoir. Ça dépend à quel niveau. Sur le plan économique, c'est Lombardie. Les flux des frontaliers, 60 000 personnes qui travaillent et qui circulent chaque jour sur la frontière italo-tessinoise, sur les 150 1000 personnes qui travaillent dans le canton du Tessin, donc c'est le pourcentage le plus important en Suisse, et en Europe c'est seulement le Luxembourg, hein, en termes de proportion plus élevée. Et ça c'est la Lombardie, ça c'est clair, un peu le Piémont mais surtout la Lombardie. C'est la crise économique la plus puissante des années à partir de 2007-2008 qui éclate et qui amène l'Italie et l'Italie du Nord dans une récession qu'il n'a jamais vécue depuis l'après-guerre. Donc ça c'est fondamental. Parce qu'en Suisse on se dit oui mais au fond l'Italie a vécu une crise du tissu socio-économique qui est comparable à celle de la Grèce. Seulement on ne peut pas laisser l'Italie en faillite, et donc on intervient, on met le chef de la banque européenne en italien et tout ça, parce que ça serait le catastrophe pour l'ensemble de l'Europe. Mais il y a une baisse de la production industrielle, il y a 45% de jeunes qui sont au chômage, et ça c'est le Nord. Et c'est tous ces gens qui ont perdu leur poste de travail, qui ont perdu, et qui évidemment essaient de trouver un poste de travail en Italie, en Suisse, en Tessin en particulier, parce que c'est proche de la frontière. Donc comme Milan, Varese, ils vivent du rapport avec l'économie tessinoise. Et ça, c'est quelque chose. Les 5000 et plus entreprises qui, après 2004-2005, libre circulation des personnes et des capitaux, ont déplacé leur siège au Tessin, c'est 5000 entreprises, dont la plupart, la haute couture par exemple. La haute couture est devenue le premier secteur économique en termes de fiscalité du canton du Tessin, avant les banques. Donc ça a remplacé les banques. Ça amène donc toutes la haute couture, les habits qui coûtent 5 000 francs par an. Ça c'est venu au Tessin. Tous les sièges fiscaux de ressources et de développement sont venus au Tessin. Donc il y a un bouleversement énorme, et la plupart ça vient de la Lombardie. Parce que c'est le poumon économique, ça reste quand même le poumon économique italien. Donc c'est très important. Je pense que la communication c'est plutôt national, mais la question fondamentale socio-économique, et qui évidemment met en difficulté l'économie tessinoise et qui bouleverse aussi les conditions du fonctionnement de l'économie tessinoise, c'est évidemment le rapport avec Lombardie qui représente 9 millions d'habitants, plus que la Suisse, et qui, voilà, face à un canton, justement cette perception, cette représentation aussi du petit contre le grand, qui fait référence aussi à certaines images que vous connaissez peut-être en Suisse, sur la Suisse petit contre les grands, qui doit se défendre, et c'est très fort ce type de représentation qui s'impose politiquement en Tessin. Je pense qu'on peut s'arrêter là et puis passer à l'apéritif.